Je suis ravi de vous retrouver avec Éric Woerth, donc, qui a été notamment ministre du Budget, qui a fait la réforme des retraites du quinquennat de Nicolas Sarkozy. L'un des dirigeants de l'UMP. Est-ce que l'UMP est assommé par cette remontée prodigieuse, ce qui n'est pas de ma part un jugement de François Hollande? Je veux dire prodigieuse au sens... Oui, oui, non, pas du tout, non, pas du tout. Points. Pourquoi le serait-on? Mais c'est normal. Ça n'a rien d'exceptionnel. C'est peut-être historique, mais ça n'a rien d'exceptionnel. 80% des Français ont considéré, et j'en suis d'ailleurs, que François Hollande avait bien géré cette partie de crise. C'est assez logique de retrouver 10, 15, 20, 25% dans les sondages quand on est aussi bas. Il passe de 20 à 40. Mais tout ça est un peu, d'abord, est provisoire, on verra bien. Et puis, c'est pas tellement le sujet. Mais la question, c'est quand même de savoir si ça change la donne politique. Oui, le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'il fait de cette relative popularité. Entre nous, d'ailleurs, 40%, ça fait de loin pas la majorité. Qu'est-ce qu'il fait de cela? Est-ce qu'il est à la hauteur de son image? Est-ce qu'il se regarde lui-même autrement? Est-ce qu'il prend confiance? Est-ce qu'au fond, il a l'audace qu'il n'avait pas eu jusqu'à présent pour tenter de réformer notre pays? Mais il y a urgence maintenant. Et on a vu hier, lors de la cérémonie de vœux, que ce n'était pas le cas. Non, mais ça, on va en parler du contexte économique, parce qu'on n'est pas simplement dans un contexte de terrorisme. Mais est-ce qu'au fond, il avait un statut? Mais est-ce que vous lui reconnaissez maintenant une stature? Ce qui n'était pas le cas pour la majorité, quand même, des responsables de l'UMP pendant ces 2 années passées, vous le savez. Tout va très très vite. Je n'en sais rien. Je vois simplement que dans un moment aussi difficile pour le pays, il a été comme doit être un président de la Ve République, et comme ont toujours été les présidents de la Ve République dans des crises importantes. Les projecteurs se braquent sur eux parce qu'ils incarnent la France, ils sont élus au suffrage universel, et puis à ce moment-là, évidemment, il y a une posture, une mise en scène, tout ça a été très 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 bien fait, et c'est tant mieux, parce que c'est une vraie tragédie, et que chacun et chacune l'a vécu très personnellement. Ça veut dire quand même que vous allez le retrouver pour les présidentielles, ce qui n'était pas le cas il y a plusieurs semaines. Oui, parce que beaucoup de gens écrivaient, les journaux sont là, Hollande c'est terminé, il va aller jusqu'au bout de son mandat, puis il y aura des primaires à gauche, ce sera quelqu'un d'autre. Peut-être, on verra bien. Vous savez, on va pas, je sais pas trop ce qui se passera lundi prochain, moi, donc on verra bien. Dans cette histoire-là, on verra bien. Je crois que c'est je vois, il y a une accélération des commentaires. Là. Tout d'un coup, Hollande devient un vrai président. Oui, mais moi je dis, on verra bien. Et tout ça vient, tout ça va. Cette popularité, elle est construite sur du vide. On verra s'il remplit ce vide. Alors, question concernant l'international, avant qu'on arrive sur les questions que vous connaissez bien, qui sont celles économiques. Il a dit hier, donc, dans les fameux 70 ans de l'AFP, nous n'insultons personne, c'est la liberté d'expression. Ce matin, dans le Figaro, Dominique de Villepin dit « Attention, l'esprit de liberté qui est le nôtre, c'est une agression pour une partie du monde. » Qui a raison? C'est un sujet complexe. Oui, on voit des images terrifiantes de drapeaux français brûlés, d'églises brûlées. Donc maintenant, la liberté d'expression en France, elle est totale. Si certains le prennent mal, c'est une autre affaire. Il faut juste être responsable. Il faut juste faire attention. Il faut juste écouter aussi ce que disent les autres. La liberté d'expression, chacun peut l'utiliser comme il veut, et il n'y aura jamais de censure en France pour ces raisons-là. Après, c'est chacun en fait ce qu'il en veut. Juste, il faut être responsable à un moment donné. Mais est-ce que vous considérez ce matin que nous sommes isolés, justement? Parce que vous évoquiez vous-même cette affaire des drapeaux brûlés en France. On sait que les Américains, en tout cas le monde anglo-saxon, qui ont un rapport au communautarisme et à la religion différent, ils ne sont pas sur la même ligne que nous. Est-ce que ça va être compliqué de tenir seul? Je ne sais pas si on sera seul. D'abord, seul contre quoi? La vraie question... Le New York Times, ce matin, c'est moquerie. Enfin, je ne vais pas parler anglais sur une chaîne française, mais ils disent que finalement, la moquerie est notre sport national en termes politiques. En tout cas, un journal peut pas être évidemment l'alpha et l'oméga d'une politique internationale. Donc, il faut bien sûr faire très, très attention à tout cela. Et l'émotion qui a été suscitée était peut-être interprété autrement dans d'autres pays. À nous de montrer qu'on est responsable, qu'on a une politique étrangère, que on n'est pas du tout... que les musulmans ne sont pas attaqués par le pays, loin de là, bien au contraire, que notre combat, il est différent, il est contre le radicalisme et contre le fanatisme. Et là, tous les pays peuvent entonner ce même objectif. Je regarde avec inquiétude quand même ce qui se passe dans le monde, et je regarde avec inquiétude ce qui pourrait se passer en France compte tenu de cette ébullition. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Tous ces pays, toutes ces régions sont extraordinairement déstabilisés. On voit bien qu'il y a peu de croissance économique sur le plan mondial. Donc on voit bien que tout ça est une sorte de cocotte minute qui ne demande qu'à exploser, qui a d'ailleurs déjà explosé dans un certain nombre de pays. Question, avant qu'on aborde justement l'économie. Ce matin, on se rend compte que finalement 4 personnes ont été déférées devant la justice. Donc derrière Koulibaly, il y avait bien un réseau. Est-ce que c'est bien
d'après vous, les failles qui avaient été ouvertes ou en tout cas pointées par Manuel Valls au début de la crise? La première des failles, c'est que cet attentat n'a pas pu être déjoué. C'est plus difficile de déjouer un attentat que de commémorer les choses. Hein. La vraie difficulté, elle est là. Faille ou faute? On verra. Enfin, je pense que c'est des failles. D'abord, c'est extrêmement difficile. Je rappelle que Manuel Valls avait pointé du doigt les députés de droite en 2012, jeune ministre de l'Intérieur, en disant le retour du terrorisme en France, c'est vous. On a évité ce type d'attitude et on a bien fait. Et très sincèrement, l'unité nationale qui a eu lieu, les Français en ont été heureux, elle est plus difficile pour l'opposition qu'elle ne l'est pour la majorité. C'est beaucoup plus difficile pour Nicolas Sarkozy que pour François Hollande, par principe. Je voudrais juste le dire. Et cette unité, on y tient à partir du moment où, évidemment, le débat démocratique reprend son lot, ce qui doit être le cas. Si jamais on met en évidence dans une commission d'enquête, par exemple, qu'il y a eu des failles, est-ce que l'opposition, justement, retrouvera un mordant qu'elle ne peut pas avoir actuellement pour des raisons de climat et de respect? Mais le mordant, nous l'avons dans la commission d'enquête que préside Éric Ciotti, qui est une commission d'enquête sur le djihadisme, qui doit être étendue, évidemment, à ce qui s'est passé, et sur les propositions concernant la sécurité que nous avons. La déchéance de nationalité, par exemple, elle est possible en termes de droit, il y a des dérogations. Il faut qu'on utilise à plein cela, et la France, elle doit être très en avant là-dessus. On doit se doter des moyens nécessaires pour que plus jamais cela n'arrive. C'est ça la réalité des choses. La nationalité, ça leur a jamais empêché de poser une bombe. Oui, mais ça, enfin, il y a la nationalité, il y a aussi la possibilité de le faire revenir. En fait, c'est ça qui est surtout important. Donc la possibilité que quelqu'un qui est allé s'entraîner ailleurs ne revienne pas en France, même s'il est binational, c'est une possibilité qu'ouvre la Convention européenne qu'il faut utiliser. Il y a des dérogations. Et cette capacité à réformer notre pays sur le plan de la sécurité, la gauche n'en a jamais voulu. Elle n'a jamais voté aucune loi sécuritaire présentée par l'opposition. Nous, on votera les propositions proposées par la gauche. Ce qu'on a envie de faire, c'est qu'elle nous entende et qu'elle aille jusqu'au bout de ce combat. On ne combat pas le terrorisme avec des sabres de bois. Est-ce que vous avez voté la loi Macron ? Non, je ne voterai pas la loi Macron. Moi, je pourrais voter article par article. Il y a des choses qui, au contraire, ne me dérangent pas. Je trouve que c'est une loi. Figaro encore ce matin, et Gérard Longuet qui dit: je vois pas pourquoi Nicolas Sarkozy nous demande de ne pas voter la loi Macron alors qu'il y a dedans des dispositions libérales, dispositifs libéraux et pro-européens. Oui, mais donc c'est un débat aussi. C'est un débat sans arrêt. Mais la loi Macron, c'est une loi anecdotique. On fait de l'anecdote juste au moment où il faudrait faire du lourd. On est à mi-mandat. Il s'est passé des choses extraordinairement difficiles pour la France. Il y a eu un mouvement d'unité nationale. La croissance ne repart pas. On fait chaque jour 5, 600, 700 chômeurs de plus. Mais ça ne sert à rien de faire des pas. Il ne faut pas faire des petits pas. La France, elle a besoin de grands pas. Elle a besoin d'ambition. Elle a besoin de réformes. Et qu'est-ce qu'on fait ? On fait juste un peu de lignes ferroviaires. On fait 12 dimanches par les maires ou pas par les maires. On ennuie les notaires. On fait un peu d'épargne salariale, certes, mais enfin tout ça, c'est la vie quotidienne du pays. Le pays, il doit pas être dans sa vie quotidienne. Mais est-ce que ça a un intérêt de s'opposer à un petit pas ? Tout le monde. Est-ce qu'il faut s'opposer à un petit pas ? Oui, il faut s'opposer à tout ce qui n'est pas ambitieux pour la France. C'est une perte de temps. Nous n'avons plus le temps. Il faut une vraie loi qui réforme profondément notre pays sur la formation professionnelle, sur le contrat de travail. Le contrat de travail aujourd'hui, il est à bout de souffle. Tous les gens sont embauchés aujourd'hui en contrat à durée déterminée. Ce n'est pas possible. Et le contrat à durée indéterminée, il ne protège plus grand monde. On est au bout de notre modèle. On a même un prix Nobel qui l'a dit. Alors, allons-y à fond. Réformons. Que Monsieur Hollande utilise sa provisoire popularité pour ça, qu'il soit à la hauteur du sursaut national, qu'il ne soit pas uniquement dans la commémoration, mais qu'il soit dans l'action. Est-ce que vous avez le sentiment, puisque vous connaissez bien les questions économiques, que les chiffres du chômage ne s'amélioreront pas jusqu'à 2017 ? Mais enfin, en tout cas, ils s'amélioreront pas en 2015. Comment ? Ils s'amélioreront pas en 2015. Il y aura un peu plus de croissance. Parce que là, on a les prévisions du FMI pour les mois, les années qui viennent, donc est-ce qu'on peut faire des projections ? Le FMI est assez pessimiste. De toute façon, il y a un certain nombre de facteurs extérieurs qui provoquent la croissance. Tant mieux, on va en profiter comme d'autres pays, mais on peut en profiter. C'est une chance exceptionnelle pour la France. La baisse des taux d'intérêt, le prix du baril de pétrole, etc. C'est une chance exceptionnelle. Mais on ne peut utiliser cette chance que si on réforme notre pays. Et il ne faut pas faire du feu de paille. Si on a 1% de croissance, c'est rien.
C'est rien, 1% de croissance. Il faut évidemment être à 2% de croissance pour à la fois créer de la richesse et créer de l'emploi. Nous ne l'atteindrons pas si, à côté de ces facteurs favorables extérieurs à notre pays, on ne réforme pas notre pays. Et c'est maintenant, sans vouloir caricaturer, encore que les caricatures soient maintenant quelque chose de formidable, mais sans vouloir caricaturer ce qui est dit, nous devons absolument réformer notre pays. Alors, Et aujourd'hui, François Hollande ne prend pas cette voie. Hier, il a manqué totalement d'audace dans ses vœux. Il n'a fait que d'ajuster un certain nombre de dispositifs existants ou renvoyer les partenaires sociaux vers leurs propres responsabilités. C'est l'État maintenant qui doit prendre ses responsabilités pour relancer la croissance et pour transformer la France. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui considèrent que le grand problème en France, c'est la fiscalité. Or, on a vu, vous l'avez lu comme moi ce matin, que d'un côté, il y a des gens qui disent qu'il faut supprimer l'ISF, supprimer l'imposition, enfin, ralentir l'imposition sur le capital, etc., etc. Et en même temps, on se rend compte, vous l'avez lu comme moi, qu'il y a une accélération de la concentration de la richesse dans le monde qui est absolument phénoménale en période de crise, puisque maintenant, 1% des gens possèdent 50% de la richesse mondiale. Donc, c'est un peu le théorème Piketty qui l'emporte, finalement. Non, mais c'est vrai que c'est un vrai problème. C'est une pression tout à fait considérable sur tout le monde. C'est pas le cas en France. Il y a une répartition des richesses qui vaut ce qu'elle vaut, mais enfin qui n'a pas, en tout cas, qui ne s'est pas déséquilibrée sur les 10 ou 15 années précédentes. Nous, on est un pays dans lequel il y a beaucoup de répartition. On a des systèmes de répartition extrêmement importants et ça coûte très cher. Et d'ailleurs, il faut revoir notre modèle social. Il faut baisser la dépense sociale pour que les dépenses de sécurité, par exemple, puissent être faites. Monsieur Hollande n'a fait que de dépenser hier, comme d'habitude. On revient aux coutumes. Mais en tout cas, il est certain que sur le plan mondial, seule la croissance, seule une répartition des richesses acceptable, seule une démocratie aussi, un certain nombre de valeurs. Les valeurs pour lesquelles nous avons... 90 personnes, ils possèdent l'équivalent de 3 milliards 400. Bien sûr. 90 contre... Non, mais c'est souvent... C'est pas de la morale, c'est juste injuste, c'est une réflexion qui est extrêmement dangereuse pour l'ensemble de l'avenir du monde. Il faut que les richesses soient mieux réparties, mais il faut aussi évidemment que ceux qui innovent et ceux qui entraînent en fait notre planète, si je puis dire, vers le haut, aient la juste rémunération de leurs efforts et de leurs innovations. Ça a toujours été le cas, mais on voit bien que c'est de moins en moins accepté. Et la concentration des richesses, enfin, en tout cas, c'est pas l'alpha non plus et l'oméga de l'avenir du pays. En un mot, Éric Woerth, tout ça en direct, dernière question, pardonnez-moi de vous demander de répondre brièvement, mais l'ISF, parce que ça a toujours été un problème à droite, c'est pour vous terminé ou pas ? Il faut supprimer l'USF. Enfin, il faut supprimer l'ISF. Il n'y a pas de raison de taxer un patrimoine chaque année, qui est un patrimoine à ce moment-là qui va s'écrouler. On peut taxer au moment de la succession, on peut taxer au moment de la vente, évidemment. On doit taxer les revenus de ce patrimoine, mais taxer systématiquement les patrimoines, c'est bien sûr affaiblir les patrimoines. En France, on a besoin d'innover. Et en France, on a besoin d'une fiscalité sur l'épargne qui soit une fiscalité qui relance l'investissement. Rien n'a été dit là-dessus hier par le président de la République. Rien sur la fiscalité, ce qui était quand même extraordinaire dans des vœux concernant les entreprises. Merci Éric Woerth, donc, qui était notre invité ce matin.